L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Notre invité aujourd'hui, vous l'avez sûrement reconnu, c'est notre députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx. Marie-Ève, bonjour. Bonjour, Michel. Vous allez bien? Très bien, très bien. Ah, c'est le fun d'entendre. Oui. Est-ce que c'est parce que c'est la semaine de relâche? Bien, un peu de tout. Hein? C'est sûr que la semaine de relâche commence ce soir avec les enfants. Donc, quand on est des parents, ça fait du bien de pouvoir savoir qu'on va passer quelques jours avec nos enfants. Je pense qu'eux aussi ont hâte à la semaine de relâche. En tout cas, chez nous, ça se sent. Puis aussi, je dois t'avouer, Michel, que je ne suis pas mécontente du relâchement des mesures sanitaires. On était rendu là, oui. Puis là, la pandémie là, s'essouffle. Donc, c'est très positif. Rapidement, on peut déconfiner. Bien, justement, la semaine de relâche qui commence le 7 là, à Montmagny. Là, oui. Et on sent là, on sait que la population, on en parlait un petit peu avant d'entrer en ondes, oui. On sent que la population est contente, est enjouée. On sent le changement. Oui, je pense que tout ce déconfinement là, a un effet sur la santé mentale puis sur l'humeur des gens. Puis je les comprends. Je comprends la population. C'est une situation très particulière qu'on a vécue depuis 2 ans, il faut se le dire. Hein? C'était inédit. Là, maintenant, on a appris, puis on apprendra à vivre avec la pandémie, même si elle continue de circuler. Ça ne sera plus une pandémie, ça sera une endémie qu'on appelle. Ça veut dire un peu comme une grippe saisonnière. Donc, on apprend à vivre avec. Quand on va en élection, on a des projets, on a des différents projets dans les cartons. Puis, mais là, pendant 2 ans, le premier ministre a eu à s'occuper de la pandémie, conférence de presse quasiment au quotidien. Comment ce gouvernement-là a vécu, justement, parce que là, on est en élection, on le sait, là, c'est une année électorale. Là. Oui. Est-ce que vous êtes content des réalisations? Est-ce que vous avez atteint les objectifs visés? Parce que c'est pas commun, là. Une pandémie, on vit pas ça tous les jours, là. Comment vous avez vécu ça en tant que gouvernement? Bien, en tant que gouvernement, c'est certain qu'on ne s'attendait pas à ça en 2018 quand on a été élu, d'avoir à gérer. Personne n'a vu venir ça. Puis nous, on ne s'attendait pas à gérer une pandémie. Je pense qu'on s'est tous relevé les manches. Puis, on a géré, là, avec François Legault en tête, cette pandémie, là, quand même de manière exceptionnelle, je dois le dire. On a fait face à la réalité. On n'est pas allé se cacher dans un coin. On a fait face, on a trouvé des stratégies, on a travaillé avec la santé publique. Puis, je pense que on passe au travers. Ceci étant, on avait des engagements électoraux en 1998, mais en 2018. Oui, ça fait pas si longtemps quand même. En 2018. Puis non, mais il me semble que ça fait longtemps. Oui, c'est ça. Des fois, avec cette pandémie-là. On l'a vécu depuis 2 ans. Et tout ça pour dire qu'en 2018, l'Université Laval, je ne sais pas si vous le savez, mais l'Université Laval évalue ce que les gouvernements réalisent comme engagement électoral. Ils mettent ça dans un système, puis quand c'est réalisé, ils cochent, puis on peut aller voir, suivre en temps réel l'évolution des engagements électoraux. Puis, selon ce baromètre-là, la CAQ est le premier gouvernement de l'histoire à réaliser autant d'engagements. Donc, on n'est pas... Malgré la pandémie, on a réalisé le plus d'engagements. Donc, ce qu'on a dit, on l'a fait. Donc, il reste quelques engagements à réaliser. Il nous reste encore quelques mois pour possiblement réaliser encore d'autres. Donc, moi, je suis très fière de notre bilan à ce jour. Puis pour le comté aussi, on a quand même des belles réalisations, puis même des surprises qu'on a eues en cours de mandat. Donc, mais ça, on pourra en reparler peut-être. On aura sûrement l'occasion d'en reparler d'ici le mois d'octobre. En effet. Je veux vous entendre. Ce matin, je voyais la station Irving, 1,83 $. Oui. Le prêt à la pompe. La situation en Ukraine, bon, on vit ça. Il me semble que c'est tellement loin de nous, mais seulement, ça semble tellement maintenant, avec les médias sociaux, ça semble tellement près de nous. Comment vous voyez ça, Marie-Ève, ce conflit-là? Parce que ça nous affecte, veut pas, ça nous affecte. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe internationale, ce qui arrive avec l'Ukraine, la Russie. C'est difficile à croire qu'en 2022, nous pouvons vivre ça. Puis tu le dis, Michel, avec les réseaux sociaux, on a l'impression d'être là. Hein, on a l'impression d'être à côté des Ukrainiens puis de sentir ce qu'ils vivent. C'est très préoccupant. On voit aussi l'effet que ça
sur les prix de l'essence. Ça va avoir un effet aussi sur les marchés internationaux. Même, j'écoutais hier une des analystes très sérieuses de Radio-Canada au niveau économique, puis elle était éberluée du prix de l'essence. Elle disait des projections, là, c'était pour plusieurs mois avant qu'on arrive à ces prix-là. Puis parce qu'en Colombie-Britannique, il était à 1,98 hier. Donc, les coûts de l'essence, c'est sûr que tout est relié, là. Hein? C'est tout ça qui fait. C'est le transport, donc c'est l'alimentation, c'est tous nos produits vont augmenter. Vont augmenter. Donc, c'est préoccupant. Puis, ce qui est encore plus troublant, Michel, dans cette histoire-là, c'est qu'on ne sait pas trop c'est quoi l'objectif du président de la Russie, là. On ne sait pas trop pourquoi il a déclenché cette guerre-là. Il y a plusieurs hypothèses, mais personne ne s'entend pour trouver l'hypothèse en question. Donc ça, c'est préoccupant. Il nous faudra trouver pour l'avenir de la planète entière. Là, je pense que ça fait plusieurs choses. On a une pandémie internationale. Là, il y a cette guerre-là qui affecte toute la planète. Il nous faudra trouver des mesures et des façons de faire, à mon avis, pour mieux balancer, et je ne veux pas utiliser le mot contrôle, mais mieux gérer ce qui va se passer, parce qu'on ne peut pas laisser aller l'idée ou la folie peut-être d'une personne au profit de la planète, là. Donc ça me préoccupe, le sort de la planète qui dépend parfois d'une seule personne. On voit des Ukrainiens passer les frontières de la Pologne, entre autres, là, c'est plus d'1 million de personnes. Est-ce qu'il y a un plan pour le gouvernement du Québec? Parce qu'on a vu d'autres provinces du Canada là, qui ont un plan pour accueillir des immigrants. Est-ce qu'il y a un plan au gouvernement du Québec pour aider ces personnes-là? Tout à fait. Mon collègue Jean Boulet a travaillé avec le gouvernement du Canada. On est de tout cœur avec le peuple ukrainien actuellement. Puis on travaille là, pour accueillir dès les prochaines semaines des Ukrainiens ici là, comme réfugiés. Donc, c'est ce qu'on travaille. Puis, on ne met pas de délai de temps. Comme quand on reçoit des fois des réfugiés, il y a des délais de temps où on doit les déporter vers leur pays. Maintenant, on ne mettra pas de délai de temps. Là, c'est ce que le premier ministre du Canada a dit. Mais nous, ici au Québec, on travaille actuellement à accueillir ces Ukrainiens qui sont sortis de leur pays. Et bon côté de la chose, on a du travail pour eux. Là, on a du travail pour eux, mais on voudrait même pas leur je comprends là, qu'il y a une opportunité pour nous, mais il faut se rappeler ce qu'ils vivent eux. Eux n'avaient peut-être pas envie de sortir de leur pays pour ces raisons. Donc, je souhaite que ce conflit se règle rapidement puis qu'on revienne à la normale. Puis ce qui est intéressant actuellement dans ce conflit-là, c'est que même à l'intérieur de la Russie, il y a des Russes qui ne veulent plus de ce conflit, même des propriétaires de banques, des hauts dirigeants d'entreprises, des pétroliers qui disent « ça suffit ». Donc, on va espérer qu'ils ont une influence actuellement pour qu'on puisse mettre fin à ce conflit rapidement. Marie-Ève, ça m'amène, on a parlé de pénurie de main-d'œuvre. La semaine dernière, vous avez rencontré les dirigeants, le conseil d'administration de la Chambre de commerce, justement sur la pénurie de main-d'œuvre. Il a été discuté, entre autres, là, de rétention des travailleurs expérimentés, disponibilité des places en garderie, immigration et automatisation. Ça a donné quoi, cette rencontre-là? Bien, en fait, c'était une première rencontre pour me présenter leur mémoire, puis moi, en même temps, leur parler de tout ce que le gouvernement fait actuellement. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissaient pas ou ils n'étaient pas au courant. Puis, fait qu'on a pu avoir un bel échange sur ce qu'on fait respectivement, leur volonté, leur désir, mais aussi tout ce qu'on peut faire ensemble dans la région pour contrer cette pénurie de main-d'œuvre. Puis, on a convenu, la fin de notre rencontre, on a convenu ensemble qu'on allait davantage travailler ensemble à trouver des solutions. Mais pourquoi? Vous ne travailliez pas ensemble avant? Bien, on ne s'était pas rencontrés, mais moi, je veux vraiment qu'on ait un outil puis qu'on travaille davantage ensemble pour qu'on ait des solutions vraiment qui sont réalistes pour le gouvernement du Québec, puis qui vont aussi bien aider les entreprises locales. Donc, est-ce que la question que je me pose, parce qu'on parle depuis 1 an ou 2 là, de pénurie de main-d'œuvre, il y a des besoins criants. Là, vous dites, bon, il faut se parler, il faut travailler ensemble. Est-ce qu'il y a vraiment des solutions? Oui, il y en a parce beaucoup. Parce que c'est criant, Marie-Ève, là, ce qui se passe actuellement. Oui, il y a 25 ans qu'on aurait dû commencer à travailler là-dessus. En 1998, je le dis souvent, Michel, quand je suis sortie de l'université, on parlait déjà qu'en 2020, il y aurait une pénurie de main-d'œuvre. Ça s'est accéléré en plus avec la pandémie là, de quelques années. Mais tout ça pour dire qu'on aurait pu, les politiques publiques puis les entreprises auraient pu mieux se préparer. Les politiques publiques, c'est que le gouvernement du Québec de l'époque aurait pu déjà prévoir pour amoindrir l'effet de la crise que nous vivons actuellement. Fait que là, on est en rattrapage.
mon collègue Jean Boulet, mon collègue Pierre Fitzgibbon, mes collègues aussi qui travaillent autour de l'économie, dont Éric Girard, il y a des crédits d'impôt pour les personnes qui veulent revenir travailler. Il y a aussi... On parle de gens retraités, entre autres. On parle des gens retraités. Il y a des outils de formation, parce que la formation devient une clé importante pour contrer cette pénurie de main-d'œuvre. On forme, on paie des gens pour se former, par exemple, pour travailler dans les CPE, pour permettre aux femmes de travailler. Les infirmières auxiliaires, les préposés aux bénéficiaires, où il y a de la pénurie également, on a offert des sommes importantes pour inciter des gens qui ne faisaient pas ça, mais à devenir, faire ces métiers-là. Tous les crédits d'impôt pour les personnes à la retraite, il y a déjà beaucoup qu'on fait. Plusieurs disent « Ah, bien là, on pourrait faire ça ». Il y a beaucoup d'idées sur la table, mais il faut, comme gouvernement aussi, respecter les lois, respecter les accords internationaux, des fois, sur tout le travail des gens. Puis mes collègues, là, sont très proactifs. Notre gouvernement est très proactif, mais on a un immense rattrapage à faire parce qu'il n'y avait pas eu de préparation. Donc, en ce moment, puis moi, je crois beaucoup, puis c'est le fun, j'ai parlé avec beaucoup d'entreprises dans la région dans les dernières semaines, puis on parle beaucoup d'automatisation. Tout le monde me dit, Marie-Ève, c'est pas une panacée. Je suis d'accord, c'est pas une fin en soi, l'automatisation. Mais toutes les entreprises qui peuvent s'automatiser, rendre leur processus plus technologique, utiliser l'innovation. Technion le fait, d'ailleurs. Là. Technion, Imprimerie Marquis, ProLam, Rousseau. Il y a plusieurs fonderies Poitras qui a des robots soudeurs. Tout ça, ça permet de dégager une main-d'œuvre qui peuvent travailler dans d'autres entreprises, qui peuvent faire d'autres emplois plus payants. Puis nous, c'est un de nos notre mission comme gouvernement aussi d'offrir des emplois plus payants, d'avoir des emplois où les gens sont plus formés pour occuper des postes plus importants. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, on travaille sur l'automatisation d'un côté. L'immigration, on n'a pas parlé encore, mais l'immigration qui est importante. Là, il y a un rattrapage là aussi. C'est pour ça que la pandémie, pas la pandémie, mais la pénurie a l'air plus importante. Depuis 2 ans, on n'accueille pas d'immigrants. Donc, on a augmenté les seuils d'immigration. Mon collègue Jean Boulet a augmenté les seuils pour les prochaines années pour combler cet écart là, que la pandémie a causé. Donc, ça aussi, mais là, il faut attirer. On travaille avec les personnes âgées. Puis pour les personnes, je dis personnes âgées, mais les personnes qui sont à la retraite, qui ont envie, il faut que les personnes aient envie de travailler. Le gouvernement mais offre il faut que ce soit crédits. Intéressant pour eux aussi. Parce que ça, c'est intéressant. S'il n'en reste pas en bout de ligne, c'est un peu ce qui est mentionné actuellement. C'est une fausse croyance. Ben oui, malheureusement, c'est une fausse croyance. C'est pas vrai, ça. Il y a des chercheurs de l'Université de Sherbrooke qui ont démontré que les personnes, par exemple, de 60 ans et plus, qui travaillaient à X nombre d'heures, perdaient beaucoup moins que quelqu'un, par exemple, de 36 ans. Donc, ils ont fait fait que c'est une fausse croyance de dire que quand on travaille à la retraite, on perd tout. Fait que ça, c'est pas vrai, là. Fait qu'il faut changer l'idée. Il faut que les gens veuillent travailler. Les gens de 60-65 ans, il faut que les endroits où on travaille soient adaptés à l'âge. On n'a plus la même forme physique, on n'est plus... Fait que ça aussi, il faut que notre gouvernement finance les entreprises pour soutenir l'ajustement des postes de travail. Ça aussi, c'est important. On finance aussi les entreprises pour mieux former les employés. Il y a un autre élément aussi qui est important. Il faut que les conventions collectives des entreprises soient ajustées pour permettre le retour de certains travailleurs. Puis ça, ce n'est pas fait dans toutes les entreprises qui sont syndiquées. Fait que ça aussi, les entreprises ont ont une responsabilité, les syndicats ont une responsabilité, le gouvernement a une responsabilité. De là, l'importance de travailler tous ensemble, de communiquer, de se parler et d'échanger pour trouver les meilleures solutions. Lors de la rencontre de la semaine dernière avec la Chambre de commerce, plusieurs participants ont proposé des idées intéressantes, en parler. Moi, ça me permet aussi de pouvoir rencontrer mes collègues, de valider les idées, puis d'avancer. Puis il y a le budget qui s'en vient prochainement. Aussi, il y aura d'autres annonces qui seront faites. Le temps passe rapidement. La MRC de Montmagny, dans un point de presse, a lancé cette semaine un appel à projet ciblé, doté d'une enveloppe de 700 000 $. L'enveloppe budgétaire totalisant 1,4 million de dollars. Vous avez déclaré, je cite, « Je suis fier de constater la progression de l'initiative de la MRC. Ce premier appel de projet témoigne des différentes étapes parcourues depuis la naissance de cette idée et de l'importance des investissements de notre gouvernement pour faire émerger des créneaux novateurs et distinctifs dans la MRC. Est-ce que cette annonce représente une étape à franchir dans l'obtention du complexe culturel et sportif en santé durable? » Parce que le 31 mars, vous me l'avez mentionné
la dernière entrevue que vous êtes venu nous voir, qu'il y a un dépôt de projet où... On en est où avec ce complexe? Parce que vous savez que ça me tient à cœur et ça tient à cœur à la population. Bien, en fait, alors, ça n'a pas avancé depuis la dernière fois parce qu'il y a la date, là, il nous reste un mois. Donc, vous m'avez dit le 31 mars. Mais est-ce que ça avance, Marie-Ève? Est-ce que ça va dans le bon sens? Oui, tout le monde travaille ensemble. Ça, c'est un pas de plus qui se franchit. Moi, je trouve ça positif. Il faut continuer de travailler ensemble. Il faut être ouvert aux idées nouvelles. Puis le projet va avancer. Puis il faut réfléchir ce projet-là pour l'avenir, Michel. Il faut informer la population de ce qu'est le projet. C'est un projet pour la culture, pour le sport, pour l'alimentaire. Je rencontrais la semaine dernière, wow, quelle rencontre! Je suis allée rencontrer le CFP L'Envolée. J'ai vu... il y a des besoins. On a un joyau entre les mains dans notre formation professionnelle qui a besoin un peu d'amour. Puis je trouve que l'opportunité est là d'impliquer le CFP L'Envolée dans un projet en santé durable, comme on est en train de travailler pour la région de Montmagny-Lillet. Donc, en ce moment, là, la semaine passée, j'ai eu des coups de cœur puis des belles discussions, une belle rencontre avec ces gens-là. Puis eux sont très intéressés à collaborer avec nous. Par exemple, on pourrait juste imaginer toute une formation en utilisant les produits du terroir dans une perspective d'améliorer la santé de la population. Les chefs qui étaient là, même les dirigeants de la formation professionnelle qui étaient là, on a eu d'excellentes conversations. Il y a de la créativité dans notre région, il y a de l'expertise, de la compétence. Il faut utiliser toutes ces ressources-là pour les mettre à profit pour notre projet communautaire, notre projet en santé durable. Puis moi, ça me stimule au plus haut point de pouvoir impliquer la population dans la création de ce projet-là. Donc, c'est pas un rêve, ça. Ou c'est un rêve pour l'instant? Bien, il y a de plus en plus de gens qui vont se greffer. Le rêve va devenir réalité, je suis convaincue. Il n'y a personne qui va me convaincre du contraire. Moi, je te l'ai dit, Michel, la dernière fois, je suis une fille d'ici. Je suis une fille de la région. Je crois en ma région. Sinon, je ne ferais pas ce que je fais. Puis l'objectif, c'est que ce projet-là avance et se réalise. Il reste 3 minutes, le temps passe très déjà, vite. Ça n'a pas de bon sens. Oui, ça va. Actuellement, au CHSLD de Sainte-Perpétue, on est en projet pilote là, pour l'infirmière auxiliaire de nuit qui peut consulter à distance l'infirmière bachelière. C'est un projet pilote dans notre région qui se fait à Sainte-Perpétue. Mais le syndicat semble un peu réticent, un peu beaucoup, parce qu'ils l'ont manifesté par un tract dans le Publisac. Vous en pensez quoi? Est-ce que... moi, je suis... Parce que vous avez parlé tantôt des personnes âgées. Et ces gens-là, il faut s'en occuper. Puis moi, je suis très déçue de la façon de faire du syndicat dans ce dossier-là. C'est inacceptable de désinformer la population comme ça. Il y a de la technologie qui existe. On ne remplace pas de personnel. Il n'y a pas question de remplacer de personnel. Là, je veux rassurer la population, je veux rassurer les personnes âgées. Il n'est pas question de remplacer de personnel comme il était marqué dans leur publicité. Il est question d'avoir les meilleurs outils pour mieux aider les gens. Puis c'est de mettre des services, une expertise, une compétence au service des infirmières auxiliaires, au service des préposés aux bénéficiaires dans les CHLD en région plus éloignée pour mieux desservir les personnes âgées, mieux sécuriser les personnes âgées. Donc moi, je crois qu'on doit utiliser la technologie, puis il faut que les personnes, c'est sûr que les personnes vont rester là. Il n'est pas question d'enlever les services. Ça, c'est tout à fait faux, disons-nous-le. Puis on travaille avec le CIS, avec les dirigeants du CIS, avec les intervenants du CIS, puis ils nous ont assuré. Et nous, comme députés de toute Chaudière-Appalaches, on a été insultés d'avoir été ciblés par une publicité du genre pour de fausses informations. Donc, dans ce contexte-là, je te le dis, Michel, là, il faut vraiment que les gens soient rassurés que c'est pour mieux aider, c'est pour faciliter le travail des gens sur le terrain. Donc, vous avez l'intention de poursuivre ce projet pilote-là? Bien, là, il est en projet pilote. On va voir. Dans le fond, c'est important de l'évaluer. C'est important de l'étudier, de voir si ça peut fonctionner. Donc, Sainte-Perpétue est un endroit où on l'étudie actuellement. Puis, on va étudier les avantages, les inconvénients de tout ça. Mais de faire de la fausse promotion et de la fausse publicité comme ça dans notre société actuellement, c'est inacceptable. Puis moi, ça, je vais me battre bec et ongles contre ce genre d'initiative parce que je le sais à quel point le CIS de Chaudière-Appalaches travaille bien, cherche à trouver des nouvelles avenues pour desservir toutes les populations rurales. On ne veut pas que tout le monde s'en aille vivre à Québec. On veut pouvoir utiliser rester chez nous. Moi, je veux que les personnes âgées nous le disent, les personnes âgées. On veut rester chez nous. Mais c'est ce genre d'initiative-là
par ça qu'on va y arriver. Donc, voilà. Moi, j'y tiens, puis je crois beaucoup qu'on peut y arriver tous ensemble en utilisant les moyens technologiques qui sont mis à notre disposition. On pourra suivre ce dossier-là dans une prochaine entrevue. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Oui. Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud.